Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est bien en avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Quelle est ton équipe favorite pour cette Coupe du Monde? Comme je l'ai déjà dit, c'est quand même c'est un peu compliqué quand même. Il y a quand même un favori, Jean-Paul. Tu vas pas aller comme ça. Bon, tu sais les favoris, regarde, sincèrement, sincèrement, moi je mettais l'Argentine comme favori, mais après la défaite qu'ils ont pris contre l'Arabie Saoudite, c'est pas que ce n'est qu'aussi que le premier match, ils peuvent se rattraper après, mais ça veut dire que vraiment en termes de pronostic c'est assez difficile. Donc toi tu kiffes l'Argentine? Non, c'est-à-dire que j'essaie de regarder les forces en présence. Par contre, la France m'a agréablement surpris. Je pensais que avec tous les cadres blessés qu'elle a eu face à l'Australie, je savais qu'elle pouvait remporter la victoire, mais je pensais qu'elle devait avoir des difficultés parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais participé à une compétition de cette envergure, comme Aurélien Tchouaméni et d'autres. Donc pour moi, ça devait être un baptême de feu pour beaucoup et par conséquent, ce manque d'expérience-là devait avoir des répercussions. Ouais, mais ça c'est le manque d'expérience de quelques-uns. La France, c'est la seule équipe qui n'a presque pas joué de matchs amicaux. Oui, mais donc... Parce que la majorité des footballeurs de la France jouent dans des championnats professionnels. Je suis d'accord. Donc ils arrivent, ils ont déjà au moins 30 matchs dans les jambes. Ils ne sont pas les seuls à avoir cette qualité-là, donc avoir des joueurs qui jouent dans des grands championnats. Vous allez à côté, vous prenez l'équipe belge, c'est exactement la même chose. Donc ce qui est clair, c'est que effectivement, la France hier a fait preuve surtout de résilience parce que rapidement ils ont pris un premier but, ça ne les a pas déconcentrés, ça ne les a pas détourné leur objectif. Rapidement aussi, c'est important, ils sont revenus au score et ils ont pris le dessus. Donc ça vraiment c'est la preuve qu'ils ont une bonne équipe. Maintenant, ce n'est aussi que le premier match, on est encore qu'en phase de poule. Pour arriver à la victoire, la route reste longue, mais ce qui est clair, c'est qu'ils nous ont quand même démontré de très bonne qualité. Merci Jean-Paul. L'actualité internationale nous emmène on va revenir sur le 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en Tunisie. Il faut se rappeler que ce 18e sommet s'est tenu après que celui de 2020 avait été reporté pour cause de pandémie. Donc ça faisait 4 ans exactement qu'il n'y avait pas eu l'organisation en présentiel de ce sommet de la francophonie. Alors pour ceux qui l'ont peut-être un peu oublié, la francophonie regroupe 89 pays. C'est une organisation qui regroupe un ensemble de pays qui ont le français en partage. Pas forcément que le français soit la langue officielle, mais des pays dans lesquels on a des populations qui pratiquent la langue française. Et donc depuis 2018, la présidence de la francophonie était tenue par l'Arménie. L'Arménie, c'est un pays d'Europe centrale. On en a parlé ici, qui a quelques mailles à tenir avec l'Azerbaïdjan. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, ce sommet de Djerba aussi était déjà un peu polémique. Il faut savoir que la personne de Kaïd Assed Essebsi, donc le président tunisien qui, au cours des derniers mois, a concentré l'essentiel des pouvoirs constitutionnels entre ses mains, puisqu'il a, jusqu'à présent, il avait dissous l'Assemblée nationale, et donc jusqu'à présent, il jouit des prérogatives de l'Assemblée nationale, donc du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et donc en interne, évidemment, beaucoup d'opposants au président Kaïd lui reprochent justement cette concentration de pouvoir qu'il trouve totalement illégale. Et donc, si tu veux, de ce point de vue-là, certaines organisations, certains partis politiques, notamment ceux qui sont affiliés, ceux qui sont des alliés, notamment des frères musulmans en Tunisie, donc eux considèrent que le président Kaïd n'est pas un démocrate puisqu'il concentre l'essentiel de ses pouvoirs. Mais cela n'a pas empêché qu'un certain nombre de pays occidentaux qui ont justement cette question des valeurs-là en avant ont quand même dû faire le déplacement. J'en prends pour exemple le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est très critique à l'égard du président Kaïd, justement pour le fait qu'il se soit arrogé l'essentiel des pouvoirs constitutionnels, menaçait même de ne pas faire le déplacement à Djerba, mais je crois que c'est son homologue français Emmanuel Macron qui a dû le convaincre, et celui-ci est quand même venu à Djerba et il a pu participer à ce sommet. Alors, grosso modo, il faut savoir que
le sommet, en l'occurrence, est resté un peu sur ses mêmes positions traditionnelles. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas un véritable pouvoir politique ou économique à l'échelle de la planète. Mais par contre, il a donc décidé de défendre un certain nombre d'idées, ce qu'ils appellent des valeurs. Et donc, les valeurs, c'est les droits de l'homme, la démocratie et tout ça. Donc, l'OIF, régulièrement, a donc, dans sa déclaration finale, essayé de jeter en épingle un certain nombre de pays. Mais lorsque l'on regarde cette déclaration finale et lorsque l'on regarde l'organisation même de ce 18e sommet, on ne peut que s'interroger sur certaines contradictions. J'en prends pour exemple le fait que, par exemple, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont suspendus de l'Organisation internationale de la francophonie et donc ils n'ont pas reçu d'invitation pour participer à ce 18e sommet. La raison invoquée, c'est que, évidemment, ces trois pays font l'objet d'un coup d'État. Or, le Tchad, un peu plus au sud, est également dans la même situation, coup d'État, mais... Deux poids, deux mesures. Voilà, le gouvernement tchadien a été invité à participer à ce 18e sommet. Ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, on a fait la part belle à l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a pu s'exprimer directement à l'endroit des membres de l'OIF par visioconférence pour, une fois de plus, fustiger l'agression dont il est l'objet de la part de la Russie. L'Ukraine est dans la francophonie. Non, l'Ukraine n'est pas dans la francophonie, je vais y arriver. Donc l'Ukraine n'est pas dans la francophonie, mais Volodymyr Zelensky. Mais comme je le dis, la francophonie s'est placée dans, si tu veux, le champ de la défense, de la promotion de certaines valeurs. Tu fais ton analyse ce matin avec 2 cœurs. Non, je ne fais pas avec eux. Ça se sent, même ta manière de parler. Mais non, mais on parle des faits. Donc moi, je me limite aux faits. Le fait est que l'Ukraine ne fait pas partie de la famille de la francophonie. Elle n'est même pas alliée, elle n'est même pas invitée, elle n'est même pas observatrice. Donc, pourquoi donner la parole à quelqu'un qui n'a aucun lien? Les Ukrainiens ne parlent pas français. Ils parlent russe, ils parlent ukrainien et ils parlent même anglais. Beaucoup d'Ukrainiens parlent la langue de Shakespeare, mais très, très peu d'Ukrainiens parlent français. Si tu veux, le français n'est pas... peut-être après l'anglais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui apprennent dans des universités françaises, mais ça ne fait pas du français une langue qui soit particulièrement répandue en Ukraine. Cependant, on a quand même donné la parole à Volodymyr Zelensky, mais ça, ce n'est pas vraiment le point sur lequel je m'interroge, c'est celui de savoir qu'on a fait la part belle à l'Ukraine pour venir parler de l'agression dont elle fait l'objet de la part de la Russie, ce qui est normal. Volodymyr Zelensky est dans son rôle, il essaye d'obtenir un maximum de soutien pour sa lutte contre cette agression et il essaye également d'avoir un certain nombre de soutiens pour essayer d'isoler un maximum la Russie. Et donc, il a profité de cet espace qui lui a été offert par l'OIF pour justement défendre ses points de vue. Malheureusement, on n'a pas senti le même élan, par exemple, pour le cas de la République démocratique du Congo, qui est aussi dans la même position. C'est-à-dire qu'elle estime que c'est un État qui est agressé par un autre, le Rwanda, à travers un mouvement qu'on appelle le M23. Le M23 qui est, pour essayer de résumer à nos auditeurs, c'est c'est une milice composée de Congolais d'origine Tutsi. Il faut savoir que les Tutsis, on a des Tutsis congolais comme on a des Tutsis burundais et des Tutsis rwandais. Et donc, il y a eu... Mais ce n'est pas officiel que le Rwanda agresse le Congo. Non, ce n'est pas officiel. C'est pas donc le même cas. Non, si tu veux, c'est une espèce de forme de guerre hybride du point de vue des Congolais. Pour les Congolais, ils estiment que le Rwanda se sert du M23 pour, si tu veux, créer une forme de déstabilisation dans la zone du Kivu. C'est un soupçon. Et derrière, l'objectif du M23, c'est de maintenir, si tu veux, cette dégradation sécuritaire-là qui serait propice au Rwanda pour pouvoir exploiter de manière illégale les ressources naturelles, les ressources minières qui abondent dans cette zone-là. Donc, on parle de la zone du Kivu, du nord et du sud Kivu. Et donc, c'est ça, en fait, la position de la RDC. Donc, la RDC est venue à ce sommet de la francophonie pour essayer de faire exactement comme l'Ukraine, c'est-à-dire appeler l'OIF à condamner, si tu veux, la position du Rwanda pour être responsable de cette forme d'agression, on va dire, entre guillemets, via le mouvement M23 et essayer d'isoler un peu plus le Rwanda. Malheureusement, c'était un objectif qui était particulièrement difficile et on a pu le voir puisque dans la déclaration finale même de Djerba, il n'y est pas fait spécialement mention.
Tout au plus, la déclaration se lance dans une espèce de plaidoyer en faveur de la paix non pas seulement sur le continent africain, on parle de la situation au Sahel, on parle de la situation en Afrique centrale, on ne spécifie pas, on parle de la République démocratique du Congo sans la nommer, sans spécifier ce conflit-là lié au M23. Et bien entendu, on condamne les coups d'État, bien entendu, au Mali, au Burkina Faso, sans condamner le coup d'État au Tchad. Et donc, tout ça fait que ça créait quand même, ça porte à confusion sur, si tu veux, la véritable position en termes de valeur de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est difficile de devoir à la fois essayer de faire de la gymnastique pour essayer de concilier notamment des intérêts divergents, comme c'est le cas par exemple pour les pays le Mali par exemple, qui n'a pas été invité, ou la France qui défend la position de la junte, qui soutient la position, qui soutient pas la position, qui soutient la junte au pouvoir au Tchad. Donc tout ça malheureusement fait que lorsque l'on regarde de manière globale, eh bien, on peut être un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de grande messe de la francophonie. Donc, véritablement, si on s'attendait à un événement, un mouvement d'éclat, non, il n'y a rien eu. Maintenant, bien entendu, ce qu'il faut retenir, c'est que Louise Mushikiwabo, qui était la secrétaire générale de l'OIF sortante, qui est rwandaise, elle était la seule candidate en lice pour un nouveau mandat. Et donc, elle a obtenu de la part des chefs d'État et de gouvernement qui l'ont élu pour un nouveau mandat à la tête de cette organisation. Donc, bien entendu, la grande innovation, c'est la mise en place d'une espèce de calendrier numérique entre 2022 et 2023, c'est-à-dire on essaie de développer un réseau de relations, un réseau numérique entre les différents pays de la francophonie. Est-ce que de ce réseau numérique-là vont naître, si tu veux, ça va dynamiser, si tu veux, le numérique dans les différents pays membres? C'est obstinément l'objectif recherché. Est-ce que derrière cet objectif-là, c'est aussi la volonté de vouloir promouvoir un certain nombre de champions du numérique francophone? On l'espère, en tout cas derrière, c'est cette volonté-là de vouloir dynamiser l'interconnexion entre les différents pays membres et faire que la francophonie soit de plus en plus présente dans le numérique. Là, on le voit un peu par opposition à l'anglais, parce qu'il faut bien le savoir, la plupart des champions du numérique mondiaux sont originaires des pays anglophones. La plupart des moyens de communication, ils se font généralement en anglais. Et donc, malheureusement, il y a pour les pays francophones, à un certain niveau de développement sur le plan numérique, eh ben la barrière linguistique constitue véritablement un frein. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Organisation internationale de la francophonie a donc décidé de, si tu veux, mener un combat en quelque sorte sur ce plan-là pour essayer d'abord d'amener aussi la francophonie à un autre niveau, notamment dans le domaine du numérique. Ça va des nouvelles technologies de l'information et de la communication jusqu'à la mise en œuvre, peut-être le soutien des entreprises du numérique et derrière avec l'objectif de créer peut-être pas des champions mondiaux, mais des champions régionaux à l'intérieur de l'espace francophone, des champions du numérique. Donc voici ce qu'on peut retenir de manière globale de ce 18e sommet. Le 19e sommet se tiendra en France et donc la présidence donc sera assumée par le président tunisien Kaïd Essebsi jusqu'à dans 2 ans où il transmettra bien entendu le fanion au président français Emmanuel Macron. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On fait un tour en publicité. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.